Bonjour à tous, ou bonsoir plus exactement. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire autour des métiers de l'immobilier. L'objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce secteur, de découvrir les grands métiers, puisqu'il y a à peu près une quarantaine de grands métiers sur ce domaine-là. Vous puissiez les comprendre et grâce à ça, vous allez pouvoir les découvrir grâce à nos invités qui seront présents, puisque nous aurons des diplômés de l'IMSEC qui vont vous expliquer leur mission dans les métiers qu'ils pratiquent et pourquoi est-ce qu'il leur plaît, est-ce qu'il les passionne sur ces métiers-là. Et puis, nous prendrons le temps également de vous parler d'autres métiers. Et à la fin, vous pourrez bien évidemment vous poser les questions qui vous intéressent. Alors, peut-être qu'avant d'aborder ces métiers-là, on va parler du marché. Rapidement, du marché de l'immobilier pour que vous compreniez un petit peu ce grand secteur. Margot, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me mettre... voilà, parfait, c'est parfait. Donc, l'immobilier, aujourd'hui, faut que vous pensiez que c'est un secteur qui est un secteur aussi essentiel et aussi important que la santé. On n'imagine pas, si on est malade, de ne pas pouvoir aller à l'hôpital et se faire soigner, comme on n'imagine pas, quand on rentre le soir chez soi, de ne pas avoir un toit sur la tête, comme on n'imagine pas, si on a besoin d'aller acheter quelque chose, de ne pas pouvoir aller dans un centre commercial ou chez le boulanger acheter du pain ou aller dans un bureau quand on va travailler. Évidemment, ça nous semble évident parce que tous les jours on vit ça, mais en fait, pour que vous puissiez aller dans ces bâtiments, pour que vous puissiez effectivement aller vous installer chez vous ou dans un autre endroit, mais vous avez automatiquement un professionnel de l'immobilier qui est intervenu et qui vous permet de le faire. Alors aujourd'hui, l'immobilier, ça représente 9% de la population active. C'est un secteur très important. Là-dedans, on regroupe également ceux qui construisent, puisqu'il y a toute la partie construction. Nous, à l'IMSI, on ne forme pas sur les métiers de la construction. On va former les professionnels des services immobiliers qui interviennent en amont, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de métiers avant la construction, et puis ensuite tous les métiers, une fois que les biens sont construits, on va les reprendre et on va vous parler de tous les métiers une fois que les biens sont construits. Ça représente 10% du PIB français, donc ça a une contribution énorme au niveau de l'économie française. Chaque année, il y a à peu près 250 000 emplois qui ont été créés et les dirigeants d'entreprise continuent à considérer qu'ils ont des besoins dans ce secteur-là. Et vous allez voir qu'on a des métiers où il y a toujours des besoins en permanence, et puisque 67% d'entre eux disent qu'ils souhaitent embaucher quelqu'un sur les 3 prochaines années. Je vais aborder pour l'instant les débouchés des métiers pour lesquels on se prépare quand on est sur les 3 premières années après le bac. On a le BSTS profession mobilière en 2 ans et le bachelor en 3 ans qui permettent d'accéder sur des métiers plutôt orientés vers l'habitation, puisque vous allez voir que en fait, les métiers de l'immobilier sont des métiers assez techniques. Donc, on démarre par l'habitation qui est plus abordable. Il y a 4 grands métiers qui vont être concernés. Les métiers de la gestion locative, on va vous expliquer ce que c'est après. Le métier lié à la gestion technique, le métier lié à la gestion de la copropriété, donc des parties communes, et puis également tous les métiers autour de la transaction et de la commercialisation. Ces grands métiers-là, dans le domaine de l'habitation, ils vont être accessibles à partir d'un bac+2 ou un bac+3, avec des niveaux effectivement d'autonomie et de salaire différents si on continue une 3e année ou si on s'arrête après un bac+2. Et justement, pour vous parler des métiers de la transaction et de la commercialisation, c'est Christophe Voiré, qui est intervenant chez nous, qui va vous présenter ces grands métiers, puisqu'aujourd'hui, il est intervenant, mais avant de faire ce métier, il a été pendant des années sur les métiers de la transaction. Il a été directeur de la transaction chez Nexity, ainsi que chez Foncia. Il va nous parler de 3 grands métiers de la transaction et il va nous expliquer un peu son parcours et jusqu'où on peut aller après quand on continue. Christophe, je te laisse la parole. Bonsoir Valérie, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, par rapport à ces métiers de la transaction qui sont à la fois des métiers très, très agréables parce qu'on rencontre beaucoup de monde, mais qui sont aussi très exigeants parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup normalement, notamment en termes juridiques. Donc moi, ce qui m'avait plu tout de suite dans ces métiers, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que j'organisais mon emploi du temps et j'organise d'ailleurs toujours mon emploi du temps comme je le veux et comme je le souhaitais, autour de 2 grands axes, c'est-à-dire la rencontre avec les personnes qui sont vendeurs de leur logement ou qui seront vendeurs de leur logement, et puis
les futurs acquéreurs de ces logements. Donc l'aspect autonomie dans le sens où je savais ce que j'avais à faire et que quelque part, c'est à moi de m'organiser pour obtenir satisfaction l'atteinte de mes objectifs. Donc, une première partie qui consistait à rentrer des mandats, de rentrer des mandats, de démarcher, de prospecter, d'aller à la rencontre des gens des quartiers dans lesquels j'opérais, avec deux grands axes, je dirais, des secteurs plutôt ruraux au début, puis des secteurs plutôt en ville par la suite, mais euh, toujours cet aspect de se faire connaître, de rencontrer des gens et de générer de la confiance. Parce que c'est vraiment un métier où il faut générer de la confiance, il faut avoir beaucoup de savoir-être, et puis bien sûr à côté de ça, beaucoup de savoir-faire aussi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a un aspect juridique qui est non négligeable. Donc, Christophe, tu peux peut-être nous présenter le premier grand métier qui arrive sur la prochaine slide? oui, bien sûr. Et donc, le négociateur transaction qui, lui, est là vraiment pour organiser la, la rencontre entre un vendeur et un acquéreur. Et donc, la première des choses, c'est de prospecter pardon, pour rencontrer ces éventuels acquéreurs, ces candidats acquéreurs, et générer cette confiance qui est nécessaire pour qu'ils vous confient leurs biens à vendre. C'est souvent un bien exceptionnel puisque c'est leur, et donc il faut vraiment qu'ils vous fassent confiance. Donc il y a cet aspect commerce, il y a cet aspect vraiment savoir-être, et puis il y a le savoir-faire parce que le mandat, c'est un document juridique, c'est un contrat. Et ce contrat, eh bien, il faut maîtriser chacun des éléments pour pouvoir en parler et expliquer au candidat vendeur pardon, le contenu de la relation, puisque ce contrat gère la relation entre le vendeur et l'agence immobilière et les futurs acquéreurs. Donc, il y a aussi la rencontre de l'acquéreur ou du candidat acquéreur, c'est-à-dire déterminer, faire le point avec lui et faire connaissance avec lui et de savoir ce qu'il cherche, ce qu'il souhaite, de connaître son environnement familial, personnel, peut-être professionnel, et afin de lui proposer le bien qui lui correspond le mieux. Avec un aspect toujours juridique très important, parce que la responsabilité de l'agent immobilier, elle est de plus en plus importante. Et puis aussi un aspect financement, parce qu'il faut aussi comprendre comment l'acquéreur va acheter le bien du futur vendeur, enfin son futur bien auprès de l'acquéreur. Euh, Enfin, conclure la vente dans le sens où, eh bien, encore une fois, c'est un document juridique qui est le compromis ou l'acte synallagmatique de vente qui va vraiment engager les deux parties dans la conclusion de la vente. Donc, c'est à la fois un métier où, ben oui, il y a de l'autonomie, on a des objectifs à atteindre et puis on le fait à sa façon, mais aussi beaucoup de savoir-faire avec un domaine juridique qui est très présent. Voilà. Donc, tu nous as présenté le négociateur de transaction qui est plutôt Mmh. là, donc, qui va mettre en relation un vendeur et un acheteur dans le domaine de l'habitation, plutôt dans l'ancien, donc dans des Oui, biens qui sont déjà existants. Et oui. puis, tu vas pouvoir nous parler, en fait, on peut faire aussi de la négociation donc dans la partie vente, mais on ne fait pas que Mmh. ça en négociation, puisqu'on peut faire aussi ce qu'on appelle de la négociation location. Tout à Si fait. Margot C'est, peut nous passer la slide, merci. Ah, et là, effectivement, il s'agit de trouver, non plus des biens à vendre, mais des biens qu'un bailleur, qu'un propriétaire va souhaiter louer. Et donc, ça participe un peu toujours de cette relation avec le client, ce savoir-faire à rentrer en relation, à générer de la confiance. Et derrière, il va falloir trouver des locataires pour ces biens et donc, avoir une approche, aussi financière, puisqu'il faut déterminer s'il est éligible, hein, à la location de ce bien. Et puis, aussi de bien savoir, de connaître, de déterminer de quoi le locataire a besoin, qu'est-ce qu'il cherche, quel est son environnement familial, personnel, qui va justifier, enfin justifier, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui va faire qu'il a besoin de tel ou tel bien. Euh, L'étude de solvabilité du locataire, encore, c'est la partie financière qu'il va falloir déterminer et savoir si tel candidat locataire est éligible à tel ou tel bien, ou s'il peut prétendre à louer tel ou tel bien en fonction des revenus.
Donc je ça, pense c'est que le négociateur location. Et puis, on a mmh une troisième grande catégorie de négociateurs, effectivement, auxquels on peut avoir accès en termes de métier. Alors, le négociateur en VFA, tu vas nous expliquer ce que mh. c'est que la VFA, Oui. puisque lui, il va être négociateur, mais sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas construit. Oui, alors il y a 2. Alors sur ce poste de négociateur en VFA, la VFA, c'est la vente en l'état futur d'achèvement. Donc c'est un immeuble que l'on commercialise alors qu'il n'est pas encore construit. Vous avez 2 types, de négociateurs dans ce métier, je dirais. C'est le prospecteur foncier, celui qui va trouver le terrain sur lequel le promoteur va pouvoir faire l'opération et là, lui, il utilise, je dirais, ses connaissances, il va sur le terrain directement. Et puis, vous avez celui qui travaille sur plan, en bulle de vente, et qui, lui, est chargé de commercialiser les appartements, hein, qui sont prévus de construire. Donc, encore une fois, il a une relation avec les acquéreurs ou les candidats acquéreurs qui est très proche parce qu'il est chargé de comprendre pourquoi est-ce que l'acquéreur veut acheter, dans quel but, qu'est-ce qui le motive à acheter, et d'avoir aussi ce réflexe de comprendre l'environnement financier parce que ben, est-ce que cette personne peut acheter le bien? Et puis toujours cet environnement juridique qui est très prégnant parce que il y a la conclusion d'un contrat et que ce contrat, il faut le maîtriser, il faut savoir ce qu'il y a dedans, il faut savoir l'expliquer. Voilà. Donc, Donc, du coup, tu nous as expliqué effectivement les métiers de la transaction vont tourner mmh mh. autour de grandes connaissances, autour évidemment du relationnel et de la relation client, de la Mmh mh. partie, on est dans l'immobilier, donc de la partie juridique, puisque ça Mmh. encadre les professions immobilières, donc c'est important. Et puis également d'avoir des connaissances en financement, ce qu'il va falloir aussi pouvoir conseiller, vérifier, s'assurer que les personnes qui souhaitent acquérir aient les moyens de pouvoir derrière effectivement acheter le bien. On va profiter de ton expérience pour que tu nous expliques comment après on passe pour manager une équipe et comment on Oui. devient directeur commercial, directeur de transaction dans une grande structure, dans les grandes structures où tu as été. Comment on Ben, évolue comme ça? je dirais, il y a le caractère de la personne qui va faire qu'on a envie et peut-être que, ce caractère, enfin, c'est pas peut-être, c'est certain, il évolue au et la personnalité de chacun, elle évolue et donc même si au départ on n'y pensait pas, on peut être amené à gérer des équipes et d'ailleurs c'est ce qu'on voit en termes de management à partir des masters, de comment et justement on acquiert. Alors moi je dis souvent on a la boîte à outils, puis du coup quel est l'outil qu'on va utiliser au moment où on a besoin. Voilà. Et donc ça c'est très intéressant aussi parce que chaque membre de l'équipe a une personnalité différente et en tant que manager, ben, on se doit d'emmener chacun vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, comment je fais pour m'adresser à chacun pour que chacun comprenne bien quel est l'objectif qu'il doit atteindre. Et ça, c'est un aspect de la personnalité des gens qui est très intéressant. Valérie, si je peux me permettre, moi, il y a une Bien sûr. chose qui m'a fait venir vers l'enseignement, l'intervention, c'est vraiment la digitalisation. Voilà. C'est qu'on évolue dans un monde où tout est digitalisé. Et aujourd'hui, eh bien, on est en pleine mutation, je dirais, sur plein de choses, notamment avec l'intelligence artificielle. Et ça aussi, c'est des choses que l'on peut aborder et qu'on aborde aujourd'hui dans les cours. Et ça fait partie, même si on ne maîtrise pas encore tout parce qu'on est dans une phase d'adaptation, eh bien, c'est aussi très intéressant d'aller voir cette partie de digitalisation qui fait partie de la vie de tout le monde. Donc, ça, c'est encore un aspect qui est très intéressant. Merci d'avoir mis le doigt sur ce sujet, qui est un sujet au cœur de nos réflexions, effectivement, dans les écoles, hein, pour effectivement que l'évolution numérique, tout ce qui tourne autour de l'IA soit bien intégré à l'évolution des métiers et de voir comment, effectivement, on peut transformer et sa façon de travailler et l'améliorer ou trouver d'autres missions grâce à l'IA dans son domaine. Merci de nous avoir présenté les métiers de négociateur dans l'habitation. Maintenant, je vais demander à Pascal Pontieux, qui est responsable pédagogique au sein de l'école, de nous parler d'une autre grande famille de métiers, sont les métiers de gestionnaire locatif. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous parler des métiers de gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers de la gestion sont ceux qui emploient le plus de personnes dans le secteur immobilier. Donc, je vais commencer par le métier de gestionnaire locatif. Donc, imaginons que vos parents ou vous-même, plus tard, décident d'acheter un appartement et de le mettre en location. Mais vous n'avez pas de temps pour
pour vous en occuper. Donc, vous allez trouver une agence immobilière donc qui fait de la gestion locative et vous allez vous mettre d'accord sur le prix auquel l'appartement va être loué. Et l'agence va s'occuper de publier une annonce avec le prix, va recevoir les dossiers, vérifier s'ils sont en capacité de payer ou pas, faire visiter le logement, faire signer le contrat de location, s'occuper de l'état des lieux, etc. Et c'est l'agence qui va gérer toute la vie de la relation entre les locataires et les propriétaires. Donc, en fait, s'il y a un problème technique dans l'appartement, il va savoir dire si cela incombe au locataire ou au propriétaire. Donc, son objectif à lui, c'est que l'appartement soit toujours loué pour satisfaire le propriétaire. Et donc, dès que le locataire sera parti, il va falloir que le gestionnaire locatif ait retrouvé un locataire au plus tôt. Et on est bien d'accord que si le propriétaire confie son bien à la location, c'est aussi pour qu'il gagne de l'argent. Et donc, le gestionnaire locatif est garant de la qualité du service rendu au propriétaire. En termes de compétences, on va avoir besoin de compétences relationnelles, de compétences juridiques et administratives. Bon, c'est forcément quelqu'un qui est sociable, qui aime échanger, qui est dans le contact et qui va essayer aussi de fidéliser sa clientèle. Alors, le gestionnaire de copropriété, lui, donc on est toujours sur les métiers de la gestion. On appelle ça aussi, on peut appeler ça un syndic de copropriété. Donc, c'est un administrateur, c'est l'administrateur et le gérant des parties communes d'un immeuble. Dans un immeuble, on va avoir donc des locataires, des propriétaires. Les propriétaires, on va les appeler les copropriétaires. Et par exemple, si un jour l'ascenseur tombe en panne, qui est-ce qui va s'en occuper ? C'est le gestionnaire de copropriété qui va contacter l'entreprise avec laquelle le syndic a signé un contrat de maintenance, etc. Donc, en fait, le rôle du gestionnaire de copropriété, c'est de s'occuper de toutes les parties communes de l'immeuble. Donc, ça peut être les escaliers, ça peut être la toiture, le parking s'il y en a, les jardins, les espaces extérieurs s'il y en a, etc. Donc, lui, il va négocier des contrats d'entretien avec des entreprises, que ce soit pour l'entretien du jardin, comme on a dit tout à l'heure, de l'ascenseur. S'il y a un gardien ou une gardienne, c'est lui qui va gérer. Donc, s'il y a, par exemple, il y a une fuite ou un souci d'étanchéité dans les parties communes, c'est lui qui va contacter le prestataire concerné. Donc, en fait, il a un rôle important tout au long de l'année et à la fin de cette année, en fait, il va organiser, c'est donc une fois par an, une assemblée générale. Donc, c'est un rôle très important de conseil, à la fois pour maintenir les locaux en état, par exemple. Ça peut être, donc, il a un rôle de conseil par rapport à tous les travaux qu'il a réalisés au sein de la copropriété. Donc, s'il y a besoin de travaux, par exemple, il va demander en amont de l'Assemblée générale des devis à des entreprises pour, justement, le jour de l'AG, pouvoir faire voter les travaux. Donc, lui, en fait, il travaille avec les propriétaires et non pas avec les locataires, comme tout à l'heure. Et également, il va répartir les charges de la copropriété et gérer l'argent de la copropriété. Et donc, ce sont les propriétaires qui vont payer les travaux, les honoraires du syndic, etc. En ce qui concerne les compétences, on est sur des compétences relationnelles, juridiques et administratives. Et je pense qu'il faut se rendre disponible, avoir de la disponibilité, de l'adaptabilité, aussi du management, parce que quand on gère une assemblée générale, c'est du management. Merci Pascal de nous avoir présenté ces grands métiers de la gestion. Alors, en complément, ce qu'on peut dire, là, on a parlé donc de l'habitation, on est dans le domaine de l'habitation. Alors, souvent, on connaît l'habitation privée parce qu'on voit les agences immobilières au coin de la rue, mais n'oubliez pas que l'habitation, c'est également tout l'habitat social. Donc, on a aussi besoin de personnes qui vont gérer, alors ça ne porte pas obligatoirement, on appelle ça un gestionnaire technique parce qu'il va gérer les parties communes, mais on a des gestionnaires locatifs et puis également dans le logement social maintenant,
on peut acquérir son bien. Donc aujourd'hui, on a toute une partie des métiers qui se pratiquent à la fois dans l'habitat privé, mais également dans l'habitat social. Merci Pascal. Donc je vais profiter maintenant pour vous parler des métiers auxquels on accède. Plutôt quand on continue, après avoir fait ces 3 ans, on va continuer sur un master. Souvent, quand on va aller sur un master, on va y aller parce que soit on est dans l'habitation et on veut rester dans ce domaine-là et aller encadrer des équipes assez rapidement, pouvoir devenir directeur adjoint d'une agence, par exemple, ou à l'après-directeur. Et là, on a besoin effectivement d'acquérir des compétences en management pour gérer ces équipes. Ou alors, la deuxième raison pour laquelle les personnes vont aller sur le master, sur un niveau master, c'est qu'elles vont avoir envie d'aller vers des métiers qui vont demander des niveaux d'expertise beaucoup plus complexes, avec des grandes spécialisations dans des domaines que on va vous présenter ensuite, ce qui va amener effectivement à devoir se former sur 2 années pour acquérir ces compétences. Et ces compétences, on va les exercer où? On va les exercer également dans tout ce qui n'est pas habitation. Ce secteur dont on n'a pas encore parlé, que j'ai abordé un petit peu au début, qui sont des bureaux, les centres commerciaux, qui sont tous les établissements où on peut aller, tout ce qui est commerce. Et donc, pour vous parler des grands domaines qu'on va un peu aborder tout à l'heure, alors on va parler de la gestion immobilière, puisque vous allez voir qu'on a aussi de la gestion, que ce soit des bureaux, que ce soit des centres commerciaux, on a des gens qui gèrent. Ils ont des noms un peu différents et vous allez voir tout à l'heure comment, effectivement, en général, on les nomme. On fait aussi de la transaction et de la commercialisation, bien sûr, dans le domaine du tertiaire, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, tout ce qui existe peut se vendre. On va parler des métiers de la promotion immobilière, qui sont tous les métiers qui sont avant la construction. Et puis, on parlera de deux familles de métiers très spécifiques. La première, c'est les métiers de l'investissement. Et le deuxième, c'est les métiers de l'expertise immobilière. Pour démarrer tout ça, nous allons commencer, puisque je vous ai parlé des centres commerciaux et puis des commerces, nous allons donner la parole à Baptiste Fenotry, qui est un jeune diplômé de l'année 2018, alors jeune mais pas encore trop jeune, et qui est directeur de la commercialisation et des achats dans un grand groupe et qui va nous parler de son métier, de ses grandes missions, et puis ce qui le passionne au quotidien et ce qui lui plaît en fait. Bonjour, merci Valérie. Rapidement, je me présente. Moi, je suis Baptiste Fenotry, j'ai 32 ans, je suis diplômé de l'IPSI, j'ai un parcours 100% immobilier. Moi, j'ai fait le BTS profession immobilière, suivi du bachelor et du master au sein de l'IPSI. J'ai fait les 3 dernières années de mon cursus en alternance et les 2 dernières en alternance chez Carmila, la foncière de Carrefour, où je me suis spécialisé dans les centres commerciaux. Et maintenant, depuis 7-8 ans, je travaille dans le domaine des centres commerciaux pour un groupe qui rachète des centres commerciaux qui sont en perte de vitesse. Donc, un centre commercial qui est en perte de vitesse, c'est un centre commercial avec beaucoup de boutiques vides, avec des problèmes d'insécurité et pas mal d'autres soucis. Et donc, nous, on s'est spécialisé dans la redynamisation de ce type d'actifs-là. Et donc, c'est dire refaire vivre le commerce, si je peux grossir le trait. Et à côté de ça, maintenant, depuis 3 ans, on a développé une autre activité. On a racheté des grands magasins sous enseigne, donc des grands magasins qui étaient des magasins Galeries Lafayette et un magasin historique au cœur de Paris qui est le BHV. Voilà. Donc moi, je pilote 2 directions, une direction achat et offre sur la partie grand magasin. Donc, c'est pas tellement une direction immobilière, mais ça s'y rapporte parce que toutes les marques qu'on installe dans ces grands magasins-là on arrive dans un ensemble immobilier. Voilà. Et à côté de ça, je pilote une direction immobilière qui est la direction de la commercialisation. Et là, mon job, c'est d'implanter des enseignes, des marques dans des centres commerciaux et dans des grands magasins. Et donc, c'est un travail qui est assez large. Ça part de la réflexion, de la mise en place d'actions pour pouvoir créer un ensemble commercial. Donc, ce qu'on appelle le mix merchandising. Donc, c'est choisir les enseignes, les marques, les activités, où on va les mettre. Et après, il y a toute une notion de prospection où on doit aller démarcher les marques, les enseignes, suivi d'un gros travail de négociation, que ce soit de la négociation financière sur des loyers, mais également de la négociation technique sur des travaux, sur des choses comme ça.
et ensuite des négociations juridiques, parce qu'il y a toute une partie contractuelle qui est une partie sur le bail commercial et donc purement de l'immobilier, et par la suite du suivi de travaux. Voilà. Donc moi, pour ce faire, j'encadre une quarantaine de personnes. Donc les gens que je manage sont soit des acheteurs, des responsables de marché, des assistantes ou des responsables de commercialisation, notamment sur la partie immobilière. Donc, en fait, vous allez monter un programme, créer un programme, et à l'intérieur, vous allez vous dire, voilà, on va chercher les locataires qui vont venir, qu'on va inciter à venir s'installer chez nous pour implanter leur commerce au sein de notre centre commercial. Tout à fait. Nous, la particularité sur la partie centres commerciaux, c'est qu'on a acheté des centres commerciaux qui étaient à moitié vides. Et donc, on est reparti d'une page blanche et on a réécrit une histoire commerciale. Donc, en y implantant du loisir, de la restauration, du commerce traditionnel avec du prêt-à-porter. Et l'idée dans un centre commercial qui va pas bien, c'est de recréer du trafic, parce que dans le centre commercial, le nerf de la guerre, c'est le trafic et le nombre de visiteurs et le nombre de clients potentiels. Et pour ce faire, ce qu'on fait, on installe ce qu'on dit des enseignes ou des commerces qui ont des vocations d'être des locomotives pour attirer le chaland. Et derrière, on écrit une histoire commerciale en venant ajouter d'autres commerces qui viennent s'agréger à tout cet écosystème. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Parce qu'on sent bien dans la façon dont vous en parlez que voilà, vous vivez ce que vous nous racontez. Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien dans ce domaine-là? Alors, je sais que vous m'aviez dit, en fait, moi déjà au départ, j'ai fait mon alternance là-dedans et je voulais absolument continuer dans ce domaine-là d'immobilier, donc dans tout ce qui est centres commerciaux. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, ce qui me plaît énormément, c'est que déjà les journées, j'en ai pas une qui est comme la précédente. Et également, moi, mon métier, c'est un métier qui est fait de rencontres, et de rencontres importantes, décisives et intéressantes. Je rencontre autant des gens qui travaillent pour de grandes enseignes nationales, internationales, mais comme des patrons, des entrepreneurs, des gens qui ont des chaînes de restauration, plusieurs fast-food, des choses comme ça. Donc moi, c'est un petit peu ce qui me nourrit. J'ai un petit... j'ai une petite partie entrepreneur en moi, et donc d'assister à la naissance d'un business et toutes ces choses-là, et de suivre la vie d'entreprise, parce que nous, on travaille qu'avec des entreprises. C'est ce qui m'intéresse et ce qui me challenge. Et également, maintenant, avec les quelques années d'expérience que j'ai et les actifs que je gère, c'est d'avoir pu voir l'évolution de ces actifs-là. Il y a 5-6 ans, quand on a racheté nos premiers centres commerciaux, ils étaient à moitié vides, il fallait se projeter et on se disait on va faire ça, ça, ça. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, le travail qu'on a fait, et on le voit bien. Et quand on se promène dans les allées de ces centres commerciaux qui étaient désertés, maintenant ils sont pleins et il y a de la vie qui a repris. Voilà. Et après, au niveau des grands magasins, c'est pareil. Nous, on a racheté des magasins Galeries Lafayette en province qui perdaient de l'argent. On les a rendus rentables, on a modifié l'offre, on a fait venir des librairies, des restaurants. Donc pareil, c'est un travail qui est hyper intéressant, hyper challengeant. Et la voilà, satisfaction de réaliser, et la satisfaction à la fin de réaliser ce projet et de voir, une fois qu'il se met en place, comment on arrive à partir en partant de réflexion, de se dire comment on va monter notre projet, etc., d'arriver finalement à voir que ça fonctionne bien, quoi. C'est ça. Alors, Baptiste, je sais que vous avez une contrainte, donc vous devez nous quitter rapidement. Donc, écoutez, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la mettre maintenant dans le chat. Si jamais vous n'avez pas tout de suite, mais que ça vous vient après, mais vous nous la mettrez, puis à ce moment-là, nous on la fera remonter à Baptiste pour pouvoir vous faire un retour. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre tout de suite, là, maintenant, ou dites-nous. On va regarder si, je ne sais pas si Margot, pas de questions pour l'instant. Écoutez, on fera remonter en tous les cas à Baptiste si vous avez des questions qui arrivent après. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre métier, de nous expliquer ce que vous faites au quotidien. Je ne suis pas sûre que les gens qui sont présents aient l'habitude et connaissent, mais en tous les cas, merci de nous avoir expliqué ce que vous faites et ce qui vous passionne. Avec grand plaisir. Merci à vous, Valérie. Au revoir. Très bonne soirée. Alors, après l'intervention de Baptiste, nous allons continuer, et toujours dans les métiers du tertiaire, donc et je vais vous parler du métier de property manager. Alors, je vous disais qu'il y avait des noms un peu particuliers. Le property manager, en fait, c'est un gestionnaire.
Au lieu de gérer du logement, lui, il va gérer plutôt ce qu'on appelle des immeubles tertiaires. Donc, ça va être des immeubles de bureaux, ça va être des centres commerciaux, ça va être, il peut être amené à gérer toute une série de biens qui sont des biens qui ne sont pas des biens de logement. Donc, il va négocier également ici les contrats. Lui, il va s'occuper de facturer et encaisser les loyers. Par exemple, dans un centre commercial, Baptiste en parlait, un property manager, c'est celui qui va gérer les locataires, qui vont être des gens comme Pimki, des gens comme Nike, qui sont des enseignes. Son objectif, c'est d'attirer des enseignes pour venir s'installer dans le centre commercial. Il va gérer les relations avec les locataires, puisqu'il va gérer toute la partie technique également. Il va les conseiller sur des travaux et faire des propositions de rénovation pour valoriser l'endroit effectivement où se trouve le commerce. Il va s'assurer de la maîtrise des coûts et gérer toutes les dépenses d'entretien. C'est vraiment je dirais un peu comme un chef d'orchestre qui va gérer différentes parties dans ce centre commercial et qui va faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc lui, il est sur place, il va régulièrement voir ses clients, il doit avoir effectivement de belles qualités relationnelles, des bonnes connaissances juridiques. Plus on monte, plus on va être sur des parties très juridiques au niveau immobilier. Les contrats qui sont signés sur les commerces sont plus techniques que les contrats d'habitation. Il doit effectivement s'assurer de suivre régulièrement ses clients. Donc ça, c'est le métier de property manager. Il gère donc un ou plusieurs centres commerciaux, il gère plusieurs immeubles du bureau. C'est quelqu'un qui effectivement va gérer une somme d'actifs qui est d'un certain niveau et d'un montant assez élevé. Un autre grand métier dans le domaine du tertiaire, c'est le métier d'asset manager. L'asset manager, lui, il va travailler avec des gestionnaires de copropriété. Souvent, il ne connaît pas les immeubles dont il a la charge. Lui, son objectif premier, il va travailler pour des gros propriétaires. Des gros propriétaires, ça va être des gens, par exemple, comme AXA, les compagnies d'assurance ont une obligation en France de mettre une partie du patrimoine, de l'argent que nous, on met quand on veut s'assurer. Là, en France, ils sont obligés d'en mettre une partie dans tout ce qui est bien immobilier. Donc, ce sont des gens qui ont énormément de patrimoine immobilier. Des gens qui ont beaucoup de patrimoine, c'est par exemple la SNCF. Il y a des gares, vous avez des logements pour les salariés de la SNCF. Vous avez également tous les sites pour entreposer les trains, les travaux, etc. Des gens qui ont beaucoup de patrimoine en France, c'est aussi tous les centres commerciaux. Quand vous allez chez Carrefour, vous allez faire les courses chez Carrefour. Mais en fait, tout ce qu'il y a autour, dans le centre commercial, ça appartient à Carrefour. Souvent, les enseignes qu'il y a à l'extérieur également, dans la zone commerciale où vous allez, tous ces bâtiments appartiennent à Carrefour. Et en fait, toutes les enseignes qu'il y a dedans sont locataires de Carrefour. Et donc, à un moment donné, l'asset manager, lui, son objectif, ça va être de faire en sorte que les placements immobiliers de son propriétaire soient rentabilisés. Elles vont appartenir soit à un investisseur qui est une personne physique, soit à une société morale. Son objectif, c'est vraiment un objectif de rentabilité. Il va s'occuper, il va dire, par exemple, voilà, aujourd'hui, ce bien qui est là, cet immeuble bureau, il a 10 ans. On voit qu'on n'arrive pas à le remplir régulièrement. Il y a beaucoup trop de ce qu'on appelle de vacances. De vacances, ça veut dire qu'il n'y a personne qui le loue. Ça nous coûte trop cher. Il y a des travaux à faire. Donc aujourd'hui, celui-là, il faut le vendre. Par contre, à l'inverse, ce bâtiment-là, il y a une nouvelle fiscalité qui vient de sortir, qui est hyper intéressante pour l'entreprise. Faut qu'on achète ce type de bâtiment-là. Donc lui, en fait, il va en permanence gérer tous ces investissements immobiliers à l'attention de son propriétaire, dans l'objectif de lui donner les meilleures informations possibles pour l'amener à prendre des décisions. Son objectif pur, c'est de la rentabilité. C'est des gens qui travaillent, qui maîtrisent très, très bien les chiffres, qui adorent les fichiers Excel, les calculs, qui ont très bonne connaissance également juridique, très bonne connaissance fiscale, puisqu'il va falloir qu'ils conseillent sur la fiscalité également. Et puis des connaissances, effectivement, des qualités relationnelles, puisque lui, il va devoir travailler avec différents professionnels de l'immobilier qui vont s'assurer de lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse renseigner au mieux son propriétaire. Donc ça, c'est le métier d'asset manager et il peut travailler sur des sommes énormes et gérer en patrimoine, avoir énormément d'actifs en termes de gestion. Et puis, pour nous parler de la troisième grande famille de métiers dans ce domaine-là, dans le domaine du tertiaire, je vais laisser la parole à Pascal qui va nous parler du métier de facility manager.
Alors, le facility manager, qui peut être aussi appelé responsable des services généraux ou même encore gestionnaire technique immobilier. Donc, lui, il a la responsabilité de gérer la maintenance d'un site, tout ce qui va concerner les installations techniques, les réseaux et l'ensemble des équipements d'un bâtiment. Donc, lui, il va devoir s'assurer que tout est en conformité avec les normes réglementaires, que ce soit des normes d'hygiène, de sécurité, d'environnement qui sont en vigueur. Donc, il va pouvoir travailler pour une entreprise ou un centre commercial, des bureaux, une école, un hôtel, etc. Il peut intervenir aussi bien sur des questions très simples, comme le changement d'ampoule, par exemple, ou sur des sujets beaucoup plus complexes, comme la maintenance des ascenseurs ou des dispositifs de sécurité, incendie, etc. Donc, lui, en fait, il va devoir gérer les contrats avec les prestataires et donc, il va faire beaucoup de coordination. Il va planifier, organiser les interventions des équipes de maintenance et des différents prestataires extérieurs. Ça peut être des entreprises de nettoyage, du gardiennage, de la restauration, des ascenseurs, etc. Donc, en ce qui concerne, on va dire, c'est un peu le même métier que gestionnaire copro, mais dans le secteur tertiaire. On va le trouver aussi dans le logement social. Les compétences vont être bien sûr techniques. Il y a beaucoup de compétences techniques, juridiques, aussi administratives et managériales, puisque en fait, il y a de la coordination et du management de prestataires, etc. En termes de qualité également et de compétences, il faut avoir, je pense, l'adaptabilité, la réactivité aussi et de la disponibilité, aussi un bon relationnel parce que c'est important de savoir échanger avec les différents prestataires, etc. Merci Pascal de la présentation de ce métier de Facility Manager. Donc là, on a parlé de 3 grands métiers, effectivement, dans le domaine de l'immobilier tertiaire. Et puis, pour nous parler du métier de conseiller en immobilier d'entreprise, Guillaume Droulers, qui est un ancien de l'IMSI, qui est diplômé de 2007. On ne pouvait pas être là avec nous ce soir, mais il nous a fait une petite vidéo pour vous présenter son métier et ses grandes missions. On va peut-être pouvoir passer la vidéo. Merci Margot. Bonjour, je m'appelle Guillaume Droulers, je suis un ancien étudiant de l'IMSI, j'étais dans la promotion 2006-2007. Depuis la sortie de l'IMSI, je travaille dans l'immobilier d'entreprise. Donc je vais vous présenter ce soir en quelques minutes le poste de conseiller en immobilier d'entreprise. Vous entendrez également parler du terme de broker. Clairement, si on prend un peu de hauteur, il s'agit d'un travail d'agent immobilier, sauf qu'au lieu de vendre ou de louer des appartements ou des maisons, on vend ou on loue des bureaux, des locaux d'activité ou des entrepôts. La particularité par rapport au métier d'agent immobilier dans l'habitation que vous connaissez, c'est que nos interlocuteurs sont des professionnels, donc nos propriétaires sont principalement des institutionnels, des banques, des assurances, des SCPI. Et quand nos clients sont des entreprises, donc on a affaire aux chefs d'entreprise, aux responsables juridiques, aux responsables financiers. L'avantage, c'est qu'on travaille ni le soir, ni le week-end. C'est plutôt agréable. Après, notre métier reste un métier d'intermédiaire, un métier de conseil. Notre objectif, dans un premier temps, c'est de trouver des mandats, trouver donc des produits sur lesquels on pourrait être mandaté. Une fois qu'on a établi un contact avec les propriétaires qui ont des surfaces vacantes, notre objectif, c'est de pouvoir communiquer sur ces offres de manière ensuite à avoir des prospects à qui on présente les bâtiments ou les plateaux de bureaux et avec qui on rentre en négociation. Donc négociation financière pour commencer, puis négociation juridique. Voilà, c'est en gros le principe de ce métier. Si vous aviez des questions particulières, n'hésitez pas à revenir vers les organisateurs. Si vous avez des questions encore un peu plus pointues, vous pouvez me rajouter sur vos LinkedIn. Donc je m'appelle Guillaume Droulers, société Valteos que j'ai créée il y a à peu près 10 ans maintenant sur le secteur de l'Est parisien et de Toulouse. Merci, bonne soirée.
Donc, pour résumer un petit peu le métier que nous a présenté Guillaume, donc il est conseiller en immobilier d'entreprise. Donc, en fait, il travaille effectivement en lien avec des entreprises. Il va rechercher d'abord, comme toute personne en transaction, des biens, c'est-à-dire qu'il va chercher des entreprises qui souhaitent vendre des espaces ou louer des espaces de bureaux. Et puis derrière, il va rechercher effectivement ensuite des personnes qui souhaitent acheter, souhaitent trouver de nouvelles implantations et à louer ou à acheter. Et donc, c'est lui qui va faire ce travail-là. Il évalue la rentabilité de chaque projet. Margot, si ça ne t'ennuie pas juste de mettre la petite slide qui concerne, voilà, il évalue la rentabilité de chaque projet, en fait, en lien avec son client. Il fait de la prospection, donc on en a parlé, pour trouver des espaces. Il va les commercialiser. Et ensuite, il va suivre la négociation jusqu'à la signature du contrat ou la partie compromis de vente. Donc, lui, au lieu de travailler avec du logement, il va travailler avec des entreprises. Eh bien, pour nous parler également d'un autre grand domaine de l'immobilier, où effectivement, quand on forme en management, on va évoluer vers des postes dont va nous parler Karel. On va parler du logement social, qui est un secteur qui aujourd'hui est en recherche permanente, effectivement, de personnes, de jeunes qui arrivent. C'est un secteur qui s'est beaucoup développé dans les années 70-80. On a pas mal de personnes qui commencent petit à petit à partir à la retraite. Et c'est un secteur qui a besoin de jeunes et que quand ils continuent et qu'ils apprécient ce secteur-là, ben on va avoir quelqu'un comme Karel qui va nous parler de son métier. Elle est directrice du logement et de l'habitat. Bonsoir Karel. Bonsoir. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis directrice du logement et de l'habitat, notamment dans le secteur public en collectivité territoriale. Donc, moi, mon travail consiste en fait à accompagner le maire qui est en place sur sa politique, en tout cas, de logement et de l'habitat. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Premièrement, ça comprend le logement social, donc tout ce qui est l'accompagnement des administrés dans leurs démarches diverses et les attributions de logements sur la ville au nom, en tout cas, du contingent ville, notamment. Il y a de plus, on travaille aussi avec tous les bailleurs sociaux qui sont présents sur la ville, sur le développement de l'offre. Donc, on voit avec eux comment ils peuvent se développer sur la ville, quel logement on a besoin en fonction, parce qu'une commune sait les besoins du coup de ses administrés et sait ce qu'elle a besoin en termes de logement. Donc, on travaille avec eux sur le développement de cette offre-là. Il y a aussi une partie sur l'amélioration de l'habitat. Donc, c'est-à-dire la partie hygiène et salubrité. Voilà, on met en place la police du maire qui peut intervenir sur sollicitation chez des locataires quand on a des propriétaires qui ne mettent pas aux normes leur logement. Donc, on peut les contraindre à faire des travaux et rendre leur logement convenable. Et on a aussi la partie, tout ce qui est l'habitat privé avec les copropriétés, où on peut les accompagner. Il y a plein de dispositifs de l'État, comme les OPA-RU, les plans de sauvegarde, les aides de l'ANA pour justement aider les copropriétaires qui sont en difficulté ou qui n'arrivent pas à se maintenir, à rénover leur logement. Parce qu'on le voit avec toutes les lois qui sont mises en place, avec les DPE, justement des logements avec les différentes classes où il y a certains logements qui ne pourront plus être mis sur le marché. L'État, en contrepartie, met plein d'aides à disposition pour justement les aider et les accompagner. Donc, voilà. Donc, en gros, une directrice de logement habitat dans une collectivité, il y a plusieurs casquettes techniques, juridiques, sociales et aussi politiques, parce que c'est la mise en place d'un programme d'un maire. Et le but, c'est vraiment d'aider les administrés à aller au bout de leur démarche, en tout cas de débloquer des situations. Donc, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre des situations différentes chaque jour. On travaille avec différents partenaires. Vous avez du privé, des institutionnels, des bailleurs sociaux. Et du coup, c'est un métier qui est assez complet. Et moi, c'est ce que j'avais apprécié en tout cas avec l'INSEE en ayant fait le cursus du Master 2. Du coup, en effet, ressorti de là, lors de mes prises de poste, je comprenais naturellement mon environnement et ce qu'on attendait de moi. Donc, c'est ça qui était intéressant pour moi, d'avoir un diplôme assez complet pour justement naviguer entre
toutes ces différentes casquettes, l'administratif, le technique, la programmation, le développement, et du coup, on devient des vrais experts en collectivité où il y a une vraie demande de recrutement. C'est un secteur qui est encore peu connu, mais on peut faire de belles carrières, de grandes carrières. Et c'est toujours agréable de voir voilà, des projets où on a intervenu sur des quartiers, où on les a transformés, on les a améliorés. Et ça, c'est vraiment satisfaisant. Donc, c'est un secteur voilà, qu'il ne faut pas négliger et qui a besoin. Et des fois, on a l'impression que c'est mal payé. Non, ce n'est pas mal payé. Voilà. C'est en fonction de votre niveau de diplôme et autres. Voilà, c'est quelque chose en tout cas très intéressant. Merci beaucoup, Karel, pour ce partage très clair, et on sent qu'effectivement, vous êtes passionné par votre métier. Tout à fait. Donc, pour continuer dans le domaine du tertiaire, donc des diplômes auxquels on pourra, des métiers auxquels on peut accéder après un bac plus 5. Alors, on va aller vers les métiers. Là, on a parlé depuis tout à l'heure des métiers des bâtiments d'habitation, des bâtiments du bureau qu'on achète, qu'on vend, qu'on gère. Mais avant tout ça, en fait, il faut les produire parce que les bâtiments, ils n'existent pas tout seuls. Et en fait, il faut qu'il y ait des métiers avant la construction, donc qui s'appellent les métiers de la promotion et l'aménagement, sur lesquels on forme, qui vont nous permettre de pouvoir bénéficier ensuite de ces biens et d'en profiter. Donc, avant tout ça, au début de l'histoire, il va falloir déjà quelqu'un qui trouve un terrain. Parce que pour pouvoir construire quelque chose, mais on ne fait pas ce qu'on veut, ni où on veut. Et puis surtout, il va falloir trouver un terrain. Et pour nous parler du métier de développeur foncier, je vais demander à Pascal de nous le présenter. Merci, Pascal. Avec plaisir. Donc, le métier de prospecteur foncier ou développeur foncier, donc en fait, comme l'a dit Madame Mire, lui va être chargé de trouver, de négocier, excusez-moi, et d'acheter des terrains nécessaires à un projet de lotissement ou de résidence ou de zone d'activité. Donc, lui, en fait, il peut travailler soit à son compte, soit être salarié d'un promoteur, d'un constructeur, notamment dans une agence immobilière. Et il peut aussi être perçu comme apporteur d'affaires. Donc, en termes de compétences, donc, il va falloir beaucoup prospecter, chercher des terrains, des biens disponibles. Donc là, il faut faire jouer son réseau pour trouver des bons produits, pour acheter, pour effectuer également une veille de ce qui est disponible. Et dès qu'un terrain l'intéresse ou un bien l'intéresse, il va falloir réussir à entrer en contact avec le ou les propriétaires pour discuter d'une éventuelle vente. Il faudra alors présenter un projet concret parce que ces personnes-là ne sont pas forcément, n'étaient pas dans l'optique de vendre. Donc voilà, il y a aussi une notion de rentabilité financière. Il faut analyser le projet de ce point de vue-là. Il doit s'assurer bien sûr que ce projet il va être rentable et surtout réalisable. Donc ensuite, il y a une phase de négociation. Donc, une fois la faisabilité ou la rentabilité déterminée, bien en fait, le prospecteur foncier, il va devoir obtenir un mandat de mise en vente ou de location. Donc, là aussi, compétences de négociation. Enfin, il faudra des compétences administratives, puisqu'en fait, par rapport à la mise en place du projet immobilier, selon le bien, si c'est un terrain ou un bien, il va falloir définir le projet et donc réaliser toutes les demandes administratives nécessaires, et notamment des dossiers d'urbanisme. Donc, voilà. Et c'est vraiment aussi, en termes de compétences, peut-être sa capacité à déceler des opportunités, là où d'autres ne voient qu'un terrain. Voilà, c'est un rôle clé. Le prospecteur joue un rôle clé dans le développement urbain et rural. Voilà. Merci, Pascal. Donc, alors, ce métier-là est plus accessible. On peut démarrer déjà en bac plus 3 sur accéder à un métier de prospecteur développeur foncier. Et dans cette grande famille de la promotion et de l'aménagement, vous allez voir qu'on va parler d'un grand métier qui arrive derrière, où lui, on va sur un niveau bac plus 5. C'est des compétences techniques beaucoup plus complexes. Je vais vous parler du métier de chargé de programme immobilier.
Merci Margot. Chargé de programme immobilier qu'on peut exercer dans l'immobilier résidentiel privé, mais également dans le logement social, hein, parce que de la même façon, les immeubles dans le logement social, il faut bien quelqu'un qui s'occupe de les construire, hein, parce qu'ils n'arrivent pas tout seul. Et puis également dans l'immobilier tertiaire, donc dans tout le reste du secteur de l'immobilier, que ce soit du bureau, du centre commercial, etc. On a des chargés de programme immobilier. Lui, il va intervenir une fois que le terrain a été trouvé, qu'on sait le type de programme que l'on va pouvoir construire. Il va s'occuper de faire tout le montage de ce programme. C'est-à-dire qu'il va à la fois faire en sorte de monter le programme sur le plan juridique, il va également le monter sur le plan financier, comment on va le financer ce programme, parce qu'il y a bien un moment donné, il va falloir qu'on paye. Sur le plan commercial, comment on va le commercialiser. Sur le plan social, voir ce qu'on a envie d'y faire, ce qu'on a envie d'installer et d'aménager sur ce programme. Et puis également, il faut que ce programme qui va monter respecte bien les normes environnementales. Donc lui, il va s'occuper de monter tout ce projet-là pour qu'à la fin, il puisse permettre ensuite d'aller faire un dépôt de permis de construire. Et puis ensuite, il va s'assurer de trouver la personne qui va le construire. C'est-à-dire qu'après lui, il s'arrête au moment donné où, quand tout est validé, que le dépôt a été déposé, le dépôt accepté. Lui, il va trouver un constructeur qui va construire le programme qui a été décidé. Et donc, il va s'assurer derrière de la coordination et du suivi. Donc, il va s'assurer que effectivement le constructeur il respecte bien les délais qui ont été décidés. Le constructeur respecte bien les coûts aussi. Hein, il va faire attention qu'il n'y ait pas de dépassement, etc. Et donc, il va suivre tout ce qui se passe jusqu'à la livraison de l'ouvrage, jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini. Et il va le récupérer pour commercialiser et ensuite gérer le bien. Donc, lui, il va être vraiment chargé de monter tout le programme en entier. C'est ce qu'on appelle un chargé de programme immobilier. Et puis, pour nous parler d'un autre gros métier, je vais faire intervenir Cécile qui va prendre la parole. Cécile qui est diplômée 2023, qui est chargée de mission. Donc, elle travaille auprès des ministères, elle travaille auprès de l'État. Elle est chargée de mission de la transition énergétique et environnementale, qui sont des nouveaux métiers qui arrivent, hein, avec toutes ces évolutions de normes, de réglementation. Et puis, Cécile, je vous laisse la parole pour nous parler de vos grandes missions. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc oui, je me présente. Donc Cécile Schneider, j'ai 26 ans. Donc j'ai été diplômée de l'IMSI en 2023. Moi, mon parcours dans l'immobilier, il est assez homogène. J'ai fait un baccalauréat un peu spécifique avant d'intégrer l'IMSI, qui était un baccalauréat, sciences techniques de l'ingénieur et du développement durable, spécialisé en architecture et construction. Donc, qui était basé sur la partie technique immobilière et plus spécifiquement sur la partie développement durable et tout ce qui s'en rapprochait. Donc, en sortant de ce baccalauréat, moi, j'ai directement intégré l'IMSI en BTS, puis en bachelor, puis en master, et particulièrement en master promotion immobilière, puisque à l'époque, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et à côté de ce master et de ce bachelor, j'ai fait mes années d'alternance donc dans le groupe Altarea, qui est le deuxième groupe de promotion immobilière française, où j'ai pu intégrer, donc c'était Cogedim, donc une entreprise qui globalement est assez connue du grand public, qui fait de la construction neuve de l'habitation. Et puis, j'ai intégré ensuite une entreprise qui s'appelle Histoire et Patrimoine, qui est spécialisée dans la narration de bâtiments historiques pour en faire de l'habitation. Et donc j'ai pu, et puis mon diplôme à l'IMSI, à la suite de tout ça, intégrer donc le ministère de l'économie et des finances en tant que chargée de mission transition énergétique et environnementale, donc au sein du ministère des Finances, comme je disais. Donc, je travaille pour l'immobilière de l'État. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner la transformation du parc immobilier de l'État pour le rendre plus performant au niveau énergétique, plus sobre, plus adapté aussi aux enjeux environnementaux actuels, et puis en tenant compte aussi des contraintes fortes, notamment au niveau du patrimoine qu'on peut avoir sur la ville de Paris, au niveau des protections historiques, et puis on a budgétaire, et puis d'usage, avec les nouveaux usages de bureaux, et puis les nouveaux usages d'habitation qu'on peut avoir sur certains bâtiments ministériels. Donc moi, j'interviens sur les bâtiments, des bâtiments administratifs qui sont classiques, ou des bâtiments un peu plus sensibles, par exemple pour le ministère des Armées ou le ministère de l'Intérieur. Donc moi, mon métier, il s'articule autour de 3 grands axes.
Le premier axe, c'est d'accompagner les projets de rénovation énergétique, comme je le disais. Moi, je suis dans un service qui représente l'État propriétaire. Donc, j'accompagne les services de l'État dans la rénovation de leurs bâtiments emblématiques ou prioritaires. Donc, les services de l'État, ça couvre énormément de ministères. Vous avez, par exemple, le ministère de la Santé, ils ont des hôpitaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont des universités. Le ministère de la Culture, ils ont des musées, etc., ministère de la Justice, des tribunaux. Donc, tous ces bâtiments appartiennent à l'État et tous ces bâtiments ont besoin d'être rénovés de manière énergétique ou d'autres manières, densifier, avoir une vision plus globale, stratégique sur ces bâtiments. Donc, moi, j'ai un aspect conseil, expertise technique et pilotage sur ces projets-là. L'objectif, c'est donc effectivement de réduire l'empreinte carbone du patrimoine de l'État, tout en améliorant le confort des occupants. Le deuxième axe de mon travail, qui est un des grands axes de mon travail, c'est que ces projets-là, ils ont besoin d'être financés. Ils sont financés par l'État. Donc, ils sont financés par les données de l'État. Le but du jeu, c'est de savoir si les projets qu'on finance, pour simplifier vraiment le trait, sont ceux qui sont prioritaires, et puis savoir aussi est-ce que les objectifs sont atteints à la fin de ces financements. Donc, sur l'aspect calendaire, budgétaire, environnemental, il y avait des grands objectifs donnés au projet là-dessus. Et puis, d'avoir une vision d'ensemble des financements publics et de savoir un réel impact de ces financements. Et mon troisième axe, par rapport à mon poste, c'est de contribuer à la stratégie immobilière et politique de l'État. Donc, au-delà de la rénovation énergétique, moi, je participe plutôt à une réflexion large de l'optimisation du patrimoine immobilier sur le plan stratégique et politique. On a certains bâtiments qui sont sous-dimensionnés, surdimensionnés, on a des bâtiments qui sont mal adaptés aux nouveaux modes de travail, aux nouveaux modes d'habitation, on a des bâtiments qui sont vieillissants, certains qui sont remplis d'amiante. Alors, l'amiante souvent est encapsulée derrière les murs, donc on n'en a pas directement accès, mais quand on fait des travaux, il faut le prendre en compte absolument. Donc, j'interviens, moi, sur l'aspect mutualisation des locaux, le réaménagement, le déménagement, la transformation, la partie stratégique où vont aller certains ministères. Donc, c'est réellement intéressant intellectuellement parlant. Au-delà de la partie énergétique, c'est vraiment la partie stratégique. Enfin, mon travail, c'est aussi, il comporte une dimension très transversale et partenariale, puisque j'occupe un poste qui est très rare, puisqu'il est interministériel. Souvent, les ministères, en fait, pour les gens qui viennent du privé, c'est un principe assez dur à comprendre, mais c'est comme des petites maisons qui seraient toutes individuelles. Personne ne travaille réellement ensemble. Et donc, le but du jeu de la politique immobilière de l'État, c'est d'avoir une échelle mutualisable de tout ce qu'on peut faire sur chaque bâtiment pour pouvoir le réappliquer à chaque des ministères en fonction de leurs besoins, évidemment, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, moi, je suis en lien énormément avec la préfecture de Paris, les ministères, les universités, les tribunaux, et puis les opérateurs publics de manière générale. J'anime ce réseau pour que les projets avancent de manière cohérente et alignée avec les priorités nationales qui ont été données. Puis alors, on a des priorités aussi européennes. Là, je fais un petit lapsus, mais des petits guillemets, mais il y a des politiques européennes qui sortent aussi, sur lesquelles la France doit s'accorder. Et puis, mon travail fait une grande partie là-dessus aussi. Donc, pour résumer, mon métier il se situe à la croisée de la technique, de la stratégie, mais à l'échelle de l'intérêt général, pour agir concrètement sur des bâtiments, tout en contribuant à une grande orientation de la transition écologique. Qu'est-ce qui vous passionne, Cécile? On sent que, voilà, quand vous nous en parlez, c'est un métier qui vous passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est de travailler pour l'intérêt public. Et puis, j'ai l'occasion de visiter et de travailler sur des bâtiments particulièrement beaux et puis remplis d'histoire. Là, actuellement, je travaille sur la rénovation du Louvre, sur la rénovation, par exemple, du siège de Météo France, des lieux qui sont remplis d'histoire et puis d'intérêts patrimoniaux énormes. Et puis, il y a cette énorme partie stratégique et interministérielle où, en fait, finalement, on est au cœur de la partie politique et stratégique pour la nation, on peut le dire. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément, oui. Ça se sent. Merci, Cécile.
Donc, si vous avez vos questions, on va finir par 2 grands métiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra à la fin. Alors, moi, je vais reprendre la main pour vous parler d'un autre grand métier, qui est le métier de conseiller en gestion de patrimoine. En général, vous en avez déjà entendu parler, le conseiller en gestion de patrimoine immobilier. Lui, il va travailler avec des particuliers qui ont de l'argent, qui souhaitent défiscalité ou qui souhaitent transmettre du patrimoine à leurs enfants en faisant en sorte qu'ils payent le moins possible d'impôts au moment de la transmission du patrimoine. Donc, en fait, son métier, ça va être vraiment d'analyser le client, d'analyser le patrimoine de son client, d'analyser ses besoins, ce vers quoi il souhaite aller et de lui conseiller au mieux en termes d'investissement immobilier en fonction de la fiscalité, de ce qu'elle peut lui apporter et comment elle peut permettre effectivement à son client de payer moins d'impôts. Donc, lui, il conseille et vend des produits immobiliers dans des objectifs de défiscalisation et de constituer, de compléter ou de valoriser un patrimoine qu'il souhaitera ensuite transmettre. Alors, il y a des dispositifs. Alors, certains viennent de s'arrêter, puisque là, je n'ai pas mis à jour la slide. De moins en moins, aujourd'hui, la politique de l'État, alors, on a eu juste… elle avait vraiment réduit sa fiscalité, effectivement, pour inciter les propriétaires privés à investir dans du patrimoine immobilier. Là, la semaine dernière, une nouvelle loi est sortie qui devrait être mise en application en février, qui va permettre, qui réouvre des opportunités d'investissement, parce qu'effectivement, quand les propriétaires privés investissent, ça permet d'avoir de l'argent après pour aller mettre des programmes en construction, pour pouvoir financer d'autres projets immobiliers. Et c'est important d'avoir cette offre et que l'État puisse permettre cette offre-là. Donc, voilà le conseiller en gestion de patrimoine. Et puis, sur le dernier métier dont on va vous parler, je vais demander à Pascal d'intervenir sur le métier d'expert immobilier. Merci. Alors, l'expert immobilier, lui, il est chargé d'évaluer tout type de biens immobiliers et on va faire appel à lui dans des situations où une estimation ne suffit pas. Ce recours, dans ce cas-là, devient essentiel, par exemple, lorsque la valeur du bien doit être prouvée officiellement auprès de tiers, banques, notaires, administrations fiscales ou tribunaux. Par exemple, dans le cadre d'une succession, imaginons que les héritiers ne soient pas d'accord sur la valeur du bien à vendre, eh on va faire appel à l'expert qui, lui, sera en mesure de dire exactement quelle est la valeur de ce bien et c'est sur son évaluation à lui que l'on va s'appuyer puisque c'est quelque chose d'officiel, ils sont assermentés. Alors, ça peut être aussi un bien spécifique qui n'est pas facile à évaluer. Par exemple, un bois, une ancienne gare, une vigne, etc. Donc là, on va être sur des compétences techniques, juridiques, administratives. On va avoir besoin de quelqu'un de rigoureux qui a le sens de l'observation, une capacité d'analyse. Voilà. Merci Pascal. Avec plaisir. Donc, on vient de vous présenter, on va dire, les grands métiers. On ne peut pas rentrer dans le détail de tous parce qu'effectivement, ça demande du temps, mais ça vous permet déjà d'avoir une première visibilité des grands métiers d'immobilier. Comme vous pouvez le constater, si au départ, on connaît l'agence immobilière au coin de la rue, en fait, tout ce qui est autour de nous, c'est de l'immobilier, que ce soit de l'habitation, effectivement, mais également les immeubles de bureaux, les commerces, même le sol. Hein, quand Madame Pontieux vous parle de bois, de forêt, acheter une forêt, acheter des vignes, ben, c'est du terrain, c'est du sol, c'est ce qu'on appelle le foncier et ça vient aussi faire appel à une personne qui travaille dans l'immobilier pour pouvoir acheter, louer ou gérer ce type de bien. Alors, les grands débouchés que vous voyez apparaître sur la page, alors on ne va pas regarder dans le détail, hein. Il y a des métiers qui sont accessibles effectivement après un bac+2, il y en a d'autres qui vont être plus ouverts avec un autre niveau d'autonomie et de salaire quand on est sur un bac+3. Et puis au niveau master, comme je le disais tout à l'heure, ça va être plutôt des métiers où on va aller plus dans le management ou alors des métiers qui demandent des niveaux d'expertise complexes qui vont demander effectivement d'acquérir d'autres types de compétences. Vous verrez, on a une plaquette que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur notre site où vous avez le détail des métiers en fonction de quel niveau, quand je sors de l'école, je peux accéder à quel métier. Et peut-être pour finir sur la dernière partie, je vais demander à Margot, qui pilote la présentation, de nous expliquer quels sont les prochains rendez-vous sur notre campus. Oui, bonsoir. Du coup, on a la prochaine journée porte ouverte, donc le samedi 14 février. Certains alumni sont également présents pour vous partager leur expérience, leur parcours à l'IMSI. C'est de 10h à 16h.
Ensuite, on a ce qu'on appelle une soirée porte ouverte. Donc là, c'est de 15h à 19h le mercredi 25 février. Merci. Alors, les contacts. Donc, ça va être moi-même et ma collègue Valérie Filémon pour tout ce qui est admission, concours, candidature en ligne, etc. On reste disponible, donc n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou nous appeler. Merci Margot. Et puis peut-être avant les questions, tu vas nous parler du webinaire spécial BTS, c'est ça, pour les gens qui seraient qui veulent avoir plus d'informations sur le BTS profession immobilière? C'est ça, exactement. Donc, si vous êtes actuellement intéressé par notre BTS profession immobilière, on organise avec nos équipes de Lyon et Toulouse, nos collaborateurs, un webinaire spécial pour vous parler du coup du BTS, comment ça se passe, les admissions. On a des témoignages aussi d'étudiants qui sont en BTS ou qui ont fait le BTS et qui sont encore chez nous sur différents niveaux de formation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire via le QR code. Et puis on se retrouve, du coup, c'est la semaine prochaine, le jeudi 5 février, en ligne également. C'est parfait. Mais écoutez, maintenant que nous vous avez donné plein d'informations, nous attendons vos questions. Et je crois avoir vu que nous avons une question pour Cécile. Oui, exactement. On a une question. C'était de savoir ce qu'elle a fait comme alternance juste avant. Donc, Cécile, si vous êtes encore là. Oui. Oui, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait comme alternance? Du coup, moi, j'ai commencé mon alternance en bachelor, pardon, chez Les Nouveaux Constructeurs. Donc, il y a un petit promoteur, enfin, moyen promoteur, on va dire. Et là, à cette époque-là, j'étais dans un service commercial pendant 2 ans, ce qui ne m'a pas du tout intéressée, pour être très honnête avec vous. Ce n'était pas du tout mon truc. Mais c'était bien pour commencer. Ça m'a fait une bonne première approche du métier de la promotion immobilière. C'était bien chouette. Et ensuite, j'ai évolué donc, chez Cogedim, donc société équivalente à Nexity, hein, deuxième promoteur français, du groupe Altarea. Et à ce moment-là, je travaillais en tant alors attendez, j'ai plus le terme exactement du poste, mais j'étais responsable construction et client. Donc mon job à l'époque, c'était finalement la construction avait été finalisée. Était en cours de finalisation. Il y avait des travaux modificatifs que pouvaient faire les gens et les acquéreurs sur le bâtiment. Par exemple, vous aviez acheté un grand T2, vous n'aviez pas envie d'une si grande salle de bain puisqu'elle était PMR, donc personne à mobilité réduite, souvent les salles de bain sont immenses. Vous pouviez demander de faire des travaux modificatifs pour rendre la salle de bain un petit peu plus petite. Eh bien, mon job à l'époque, c'était de récupérer votre demande, changer les plans, les faire modifier par les architectes, aller vérifier sur les chantiers, etc. Donc ça, j'ai fait ça. Pendant 1 an. Et pour finaliser, ma dernière année dans... Vous m'entendez? Vous me oui, c'est bon, c'est revenu. Donc ma dernière année, je suis allée chez Histoire et Patrimoine. Excusez-moi. Ma dernière année, je suis allée chez Histoire et Patrimoine, qui était aussi une société du groupe Altarea et qui, elle, comme je le disais tout à l'heure, était spécialisée dans de la rénovation de bâtiments historiques. Et à cette époque-là, donc c'était il y a 1 an, je travaillais donc au pôle technique sur la partie RSE. Donc, c'était, pour vous faire un trait assez large, c'était de savoir, la Commission européenne demandait que les bâtiments qui soient rénovés, quand on livre un bâtiment, soient en classe C. Donc, les classes C, c'est ce que vous voyez, c'est les DPE qu'on voit sur les agences immobilières avec les petits quand on livre un bâtiment, dans le neuf, il faut au moins qu'il soit en classe C. Dans la rénovation, il faut au moins qu'il soit aussi en classe C. Sauf qu'on avait des problématiques à mon poste, c'est que ces bâtiments étaient largement classés. Et donc, acquérir une classe énergétique C dans un bâtiment classé, c'était quelquefois incompatible. Donc, il fallait trouver pas mal de solutions techniques pour allier les deux. Et puis faire valoriser ça à l'échelle européenne pour valoriser les actifs. Enfin, ça, c'était une histoire. Donc voilà, pour vous dire. Oui, parce que les bâtiments classés sont des bâtiments qui ont des jeux de moulures, qui ont des choses bien particulières. Et pour la rénovation, ce n'est pas aussi simple que d'autres bâtiments. C'est ça, oui. Exactement. Est-ce que ça répond, Il y a des problématiques techniques qui n'existent pas dans le neuf. Pardon. Merci Cécile. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, je crois que c'était tout, mais merci beaucoup Cécile. Merci.
Pas de questions pour Cécile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions d'ordre plus général? Non, je crois que c'était tout. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas, de toute façon, nous vous avons laissé les contacts, vous avez les contacts pour revenir vers nous. Nous avons un site internet, donc si vous avez besoin de poser d'autres questions, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez. Le webinaire, pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment ça fonctionne un BTS, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on apprend, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Ça permet de mieux comprendre effectivement pourquoi on se forme. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, nous allons vous souhaiter une très bonne soirée. Merci d'avoir été présent et j'espère que nous avons apporté les réponses que vous souhaitiez avoir et nous avons donné une vision plus large et plus complète, effectivement, des grands métiers que l'on peut pratiquer dans le secteur de l'immobilier. Bonne soirée à tous et merci à tous nos participants également.